Donc, cette présentation, je la fais avec Kate, mais il y a aussi Geneviève Fortin qui a beaucoup contribué à cette présentation. Elle ne peut pas être là aujourd'hui avec nous, mais c'est quand même grâce à elle qu'on peut vous dire des choses intelligentes aujourd'hui. On salue Geneviève. Juste pour vous expliquer un peu, vous mettre en contexte, c'est que cette présentation est venue de réflexions que moi et Kate, on a eues au fil des derniers mois par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport à notre travail au comité d'éthique. Ce qu'on vous présente en réalité, c'est pas mal le fruit de nos réflexions au cours des derniers mois. On a essayé de suivre l'actualité du mieux qu'on pouvait, mais ça va vraiment à une vitesse assez fulgurante. Donc, qu'est-ce qu'on avait monté il y a à peine une ou deux semaines, peut-être que c'est déjà dépassé aujourd'hui. Donc, il faut tenir compte aussi de l'avancée de la technologie. Ce qu'on veut surtout, c'est vous transmettre nos réflexions et que ça alimente aussi les vôtres. Et idéalement, qu'on puisse en discuter en personne ou dans un autre cadre. Je le souligne, nous ne sommes pas des experts en intelligence artificielle, mais nous sommes plus deux citoyens et citoyennes concernés par la question et qui s'interrogent sur l'IA dans nos vies professionnelles, mais aussi dans nos vies personnelles. Donc, euh, je ah, OK. Pour commencer, on va faire un petit sondage. Jean-Philippe, si tu peux nous lancer ça. Donc, rapidement, est-ce que vous avez utilisé un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette aujourd'hui? Est-ce que vous avez utilisé Internet aujourd'hui? Et est-ce que vous avez été en contact avec l'intelligence artificielle, donc l'IA, aujourd'hui? Vous allez répondre à ces trois questions avec une petite musique qui fait ping, 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 ping en attendant que vous répondez. Oui, on n'a pas de soutien audio, mais on est rendu déjà à 70 réponses sur 100 participants. Donc, ça va très vite. Bientôt 80. On est presque à la totalité de la participation. Donc, je vais fermer le poll tout de suite et vous partager les résultats. OK, donc tout le monde te dit, sauf une personne qui n'a pas utilisé d'ordinateur, de téléphone intelligent ou de tablette aujourd'hui. Je me questionne juste sur comment vous faites pour nous écouter actuellement. Donc, tout le monde utilise Internet justement pour se brancher. Là, on voit que 57% des gens ont dit oui, qui ont été en contact avec l'IA aujourd'hui et 43, donc c'est un peu moitié-moitié avec une légère majorité pour le oui, donc 57% qui disent avoir utilisé l'IA aujourd'hui. Donc, en fait, le petit sondage avait pour but de faire conscience que souvent, on a l'impression que l'IA ne nous concerne pas ou c'est quelque chose qui est peut-être trop avancé, trop technologique, on ne l'utilise pas dans la vie de tous les jours. Mais dans les faits, euh, là, j'essaie d'avancer la diapo. Euh, on- L'IA est imbriquée dans plusieurs des logiciels, applications qu'on utilise de tous les jours. Donc, là, tout le monde voit mon Spotify. Qu'est-ce que j'écoute pour les algorithmes, pour savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me recommande comme musique, donc mes mix quotidiens. Maintenant, si vous faites des recherches sur Google, souvent, vous allez avoir un aperçu généré par l'IA qui vous donne une réponse qui fait une synthèse de ce qui a été déjà retrouvé sur Internet. Si vous utilisez Siri, Alexa, Google, c'est aussi de l'intelligence artificielle derrière. Si vous avez un téléphone intelligent et que vous utilisez la reconnaissance faciale, c'est aussi Delia qui joue là-dessus. Et si vous avez eu à vous déplacer aujourd'hui, si vous avez utilisé Google Maps pour avoir le chemin le plus efficace, considérant que avec les transports en commun, c'est un peu plus difficile, vous n'êtes pas habitué à prendre un trajet, donc vous utilisez Google Maps. Donc, le chemin le plus efficace, il y a de l'IA derrière pour générer votre itinéraire. Euh, Ici, on regarde dans l'actualité. Donc, non seulement c'est dans nos vies de tous les jours, mais c'est quelque chose qui est une préoccupation à travers différents domaines. Donc, là, on a pris des captures d'écran du Devoir et de la presse. Donc, on peut voir que l'IA, elle se retrouve dans des articles autant de la technologie, ce qui est attendu, mais aussi des questions sur l'IA dans le domaine de la justice, dans le domaine des arts, dans le domaine de la chronologie avec est-ce que la SPVM sera soutenue par l'intelligence artificielle. Donc, on peut voir que l'IA dépasse le cadre informatique ou des ordinateurs de la technologie, mais elle est vraiment
partout. Et là, ce sont des captures du 21 octobre. Mais si on fait l'exercice encore aujourd'hui, vous allez voir, il y en a tout plein. Et ça va vraiment à vive allure, en fait. Donc, je laisse la parole à Kate pour qu'elle nous lise cette belle petite vignette pendant que je prends une gorgée d'eau. On avait pensé rendre ça un peu concret en prenant des exemples à la fois de la recherche, de la clinique, de la vie quotidienne. Fait que la première vignette appartient plus au monde de la recherche. Fait que ça va comme suit, puis on va vous demander, dans le fond, de reconnaître les usages potentiels de l'IA dans la situation qu'on décrit. Donc, les FRQ, donc les fonds de recherche du Québec, annoncent un appel à projet pour financer un projet en lien avec une thématique de recherche, la vôtre. L'organisme donne un mois pour déposer une demande de subvention. Le projet doit être aligné avec des priorités énoncées selon le Programme national de santé publique 2015-2025. Donc, on comprend ici un grand et gros, volumineux document. Et le plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuits 2022-2027, ensemble pour les prochaines générations. Il est aussi exigé que la demande soit rédigée en écriture inclusive et que vous produisez une page résumée destinée au grand public et une page résumée destinée aux personnes évaluatrices qui forment le comité scientifique. La demande en soi ne doit pas dépasser 13 pages. Vous avez déjà une idée d'une étude mixte qui se déroulera dans différents pays. Vous contactez vos partenaires internationaux au Brésil, au Chili, au Japon et au Liban. Or, vous constatez que seuls les CV et les contributions détaillées en français sont acceptées. Donc, Christophe, Donc, on va profiter du chat et de de vos impressions. Donc, à partir de cette vignette, à quel endroit vous pensez qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour aider dans cette demande de subvention? Donc, on va vous laisser un petit 30-45 secondes à taper à vive allure sur vos claviers de à quel moment on peut utiliser l'IA à travers toutes ces vignettes. Donc, il n'y a pas de. Et on veut tous les usages, donc pas juste les bonnes pratiques, mais où est-ce que vous pouvez voir de l'IA dans tout ça? Et là, je vois que ça va de vive allure dans le chat. traduire les CV, résumer le texte, écrire le texte. Je On vois a que beaucoup résumé traduire les le CV revient souvent. Écriture inclusive, résumé, corriger le texte, confronter les idées, résumé structuré, résumer le plan d'action, faire rentrer ça dans 13 pages, la longueur du texte, générer un test, ça va très vite. Pas adapter un vocabulaire vulgarisé. J'ai bien Euh, aimé quelqu'un qui dit le relire pour nous donner une opinion. Ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que tu voulais y aller avec vous avez on a plusieurs choses que nous-mêmes, on avait relevées. oui. Donc, effectivement, on va prendre déjà l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de regarder les plans d'action interministériels et autres, mais c'est des documents assez volumineux et une bonne lecture de chevet parce que c'est assez endormant, merci des fois. Ça permet de résumer, on peut l'utiliser pour résumer ces documents-là. Donc, savoir c'est quoi les actions principales à dégager pour qu'on puisse bien cibler la recherche pour répondre aux actions. L'écriture inclusive, donc si vous n'êtes pas habitué, ça peut aussi vous aider, vous guider et ça peut aussi revoir certaines formulations, certaines structures de phrases pour écrire, par exemple, en écriture épicène, pour dégenrer certains termes. Évidemment, destiné au grand public, donc ça aide au niveau de la vulgarisation, surtout quand on est des chercheurs qui ont tendance à utiliser un jargon un peu trop poussé, donc ça peut aider aussi. Les gens comme moi qui ont tendance à écrire des pages et des pages et des pages, c'est fait que ça peut aider de contenir ça en 13 pages ou en 250 mots pour un résumé. Ça peut aussi aider à savoir les phrases redondantes, superflues, reformuler les phrases pour les rendre plus courtes. Et aussi avec les partenaires internationaux, les CV, c'est sûr que souvent, on demande nos CV 24 heures à l'avance, très dernière minute, et on n'a pas toujours un CV à disposition. Donc, c'est peut-être que euh, on peut penser à introduire le CV pour la traduction avec différents logiciels qui le font maintenant. Donc, ça, c'est différentes possibilités.
mais c'est pas parce que c'est possible que c'est souhaité. Donc, je laisse la parole à Kate pour passer à faire la chose. Oui, c'est ça. Fait que t'as volé mon punch, c'est bien correct. Mais effectivement, c'est pas parce que c'est possible que c'est nécessairement souhaité puis recommandé. Mais parlant des usages, tu sais, il y en a tellement, j'en ai recensé des dizaines. Que ça soit au niveau de préparer la recherche en faisant la revue de la littérature ou du remue-ménage. Au niveau de la collecte de données, ça peut nous permettre de prendre des notes, de faire de la transcription. Au niveau du traitement des données, ça peut nous permettre de traduire, comme on a dit, mais ça peut même nous permettre de générer des données manquantes. Ça peut nous permettre de coder une entrevue dans un devis qualitatif. Au niveau de la rédaction aussi, on en a quand même beaucoup parlé. Organiser la pensée, éditer un texte, vulgariser, mise en page. Mais ça peut même nous permettre de générer une présentation PowerPoint ou une présentation, une affiche scientifique à l'aide d'un texte qu'on aurait écrit. Ça peut même nous fournir des suggestions de références à intégrer dans notre texte et ça peut même aller jusqu'à nous aider dans la demande de subventions et de bourses comme aide à la rédaction. Mais comme on a dit, c'est pas parce que ces usages-là existent qu'ils sont tous sur le même pied d'égalité, que ce soit en termes d'efficacité ou même de est-ce que c'est recommandé ou non de les utiliser. Il y en a qui sont suggérés, il y en a qui sont tolérés, puis il y a carrément des usages qui sont proscrits. Je pense que le dernier exemple par rapport aux demandes de bourses et de subventions, c'en est un où la prudence est de mise. Euh, En tant qu'aide à la rédaction, on voit que des organismes, des grands organismes subventionnaires, comme par exemple les IRSC au niveau fédéral, recommandent une grande prudence pour l'aide à la rédaction, mais carrément va dire que c'est proscrit lorsqu'on est évaluateur pour des raisons là, évidentes de confidentialité. J'ai aussi recensé une panoplie de capsules vidéo, d'articles de blog, etc., qui nous conseillent d'utiliser des super outils d'IA. Ça, c'est mon image de droite. Je trouvais les titres à la limite un peu loufoque. On a 5 outils d'IA incroyablement utiles pour la recherche en 2025, entre parenthèses, mieux que ChatGPT. Ça, c'est juste un exemple, mais j'en ai recensé vraiment des dizaines. Là. J'en ai d'autres titres que j'ai trouvé drôles. Ça dit, mettons, du contenu généré par l'IA sans plagiat. Fait qu'on voit tout de suite qu'il y a une considération. On va éveiller plus le côté émotif. La bonne façon d'utiliser l'IA dans la recherche universitaire, entre parenthèses, sans se sentir anxieux. Christophe, je pense que tu avais d'autres choses à rajouter sur cette abondance. Oui, et donc, ça, c'est deux captures d'écran que j'ai vues circuler sur mes réseaux sociaux parce que visiblement, on adore m'espionner, donc ils ont su que je m'intéressais à l'intelligence artificielle. Donc, je me retrouve maintenant avec plein de publicités sur qu'est-ce que je devrais utiliser. Donc, voici deux captures d'écran que j'ai eues. Je pense que c'est les prix de Facebook. Donc, voici les outils IA moi, en tant que chercheur, donc ils m'ont déjà bien ciblé que je pourrais utiliser pour de multiples tâches que je fais dans la vie, que ce soit résumer des documents, réécrire certaines choses, extraire de l'information des articles scientifiques, aider dans l'évaluation d'articles scientifiques ou de thèses. Donc, ça va dans tous les sens, ça va dans toutes les étapes, mais encore une fois, c'est pas parce que ça existe qu'on peut les utiliser et qu'on devrait les utiliser. Donc, et ça nous remet aussi en question sur la performance à tout prix. Donc, on veut aller plus vite, on veut aller plus loin, on veut toujours faire mieux, mais à quel prix qu'on le fait en réalité? Et au-delà de tout ça, c'est aussi se poser la question, est-ce que ces outils-là sont réellement fiables? Et je vois que il y a eu quelques questions dans le commentaire dans le chat par rapport aux hallucinations, ou est-ce que l'IA peut vraiment bien résumer les choses? Et ça, c'est un autre enjeu aussi. C'est que c'est une machine qui génère un contenu, mais en réalité, il faut toujours vérifier que c'est toujours adéquat. Il y a des raccourcis qui se font, effectivement, comme je vois ce qu'Ariane a écrit. Euh, donc, donc, c'est pas parce que ça existe qu'on peut l'utiliser et c'est pas parce que ça existe que c'est efficace. Donc, ça peut donner une impression de performance accélérée, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, puis j'avais envie de vous parler au niveau plus local, au centre-sud. Tu sais, est-ce qu'on en a des lignes directrices ou est-ce qu'on a des suggestions puis des conseils? J'ai trouvé entre autres cette
cette production-là, le format d'heures qui nous parle des bonnes pratiques en intelligence artificielle au travail. C'est un petit document sur 3 pages qui nous offre quelques définitions. Qu'est-ce que c'est l'IA générative? Ça nous explique aussi en 5 étapes le secret d'une requête réussie. La requête ou en anglais le prompt, qui est la consigne qu'on donne à l'intelligence artificielle pour obtenir ce qu'on souhaite. Puis, il y a la dernière page qui est consacrée aux enjeux éthiques. Puis, on va évidemment passer plus de temps en deuxième moitié de la présentation là, sur les enjeux éthiques. Mais quelque chose que je voulais aborder en lien avec ce document-là que j'avais trouvé intéressant puis distinctif, là, c'est-à-dire que je ne l'avais pas lu à tous les endroits où je faisais la recherche, c'est qu'ils répondent à la question, faut-il considérer l'IA comme co-autrice des travaux auxquels elle contribue? Puis selon, dans le fond, les auteurs du format d'heure, la réponse c'est non, l'IA, c'est pas une personne, elle n'est pas titulaire de droit d'auteur. Cependant, il est recommandé d'adopter une démarche transparente en précisant son utilisation et en détaillant les tâches pour lesquelles elle a servi. Et ça, ben, si je peux me permettre un commentaire éditorial, je peux juste être entièrement d'accord avec cette suggestion-là de documenter notre usage de l'intelligence artificielle. On avait une autre vignette à vous présenter, cette fois-ci mise en œuvre d'un protocole de recherche. On reste encore un peu dans la recherche pour quelques diapos. Et juste pour mentionner, vous voyez peut-être des codes QR passés dans notre présentation. En fait, c'est si vous voulez les scanner, vous aurez accès directement au site web directement. Bon, on a généré les codes QR il y a 2 semaines, donc on va espérer que les sites web n'ont pas bougé entre-temps. J'en ai vérifié plusieurs aujourd'hui, puis ils étaient tous corrects à date. Ah, Pour la donc, deuxième vignette, je vous invite à repérer les enjeux éthiques qui vous apparaissent comme évidents là, à la lecture de cette vignette-là. Vous voyez, il y a beaucoup de ma vie dans les vignettes. Donc, votre projet se focalisera sur les jeunes de 15 à 24 ans qui font usage de substances psychoactives, qu'elles soient légales ou illégales. Vous envisagez donc passer des questionnaires en ligne et réaliser des entrevues individuelles qui pourront autant se dérouler en personne qu'en ligne. Pour le volet qualitatif, il faudrait penser à recruter quelques dizaines de jeunes par pays, tout en tenant compte des facteurs de diversification. Pour le volet quantitatif, vous allez passer par les réseaux sociaux pour recruter quelques milliers de jeunes par pays. Le financement ne couvre que 2 ans, incluant tout ce qui est relatif à la diffusion des connaissances. Ainsi, les analyses doivent être effectuées rapidement pour pouvoir réaliser les livrables exigés. Et ce n'est pas du tout ma vie personnelle, professionnelle. Donc, c'est ça, je vous invite à réagir. Quels enjeux éthiques vous relevez spontanément dans la vignette que Christophe vient de lire? Ah, c'est intéressant. Le premier écrit ses biais de sélection. Je peux voir l'idée de l'éthique, mais je vois beaucoup l'enjeu scientifique dans le biais de sélection. Euh, la sécurité des données, oui. On vise On des vise des jeunes. jeunes. Confidentialité. Je vois que c'est moins. Ça va moins vite que tantôt, hein? Âge de consentement, réseaux sociaux. Oui, OK, c'est intéressant. L'utilisation des substances illégales, biais de sélection via les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux pour du recrutement de jeunes moins de 18 ans, des robots. Merci, Victoria. Beau clin d'œil. Euh, fait que oui, vous avez mis le doigt sur plusieurs enjeux. Par rapport à le potentiel, tu sais, de la confidentialité, le potentiel de fuite des données, c'est présent vraiment à plusieurs moments. On peut penser au niveau de la plateforme de sondage elle-même, au niveau du serveur où vont être hébergées les données, au niveau du partage des données entre les membres de l'équipe de différents pays où les normes pourraient être différentes. Euh, Aussi, si on veut anonymiser l'information pour la partager. Donc, il y a plusieurs potentiels de fuite. Au niveau des... Ah oui, puis les fuites, c'est des informations sensibles dans le sens où que ça soit des drogues légales ou illégales, là, il y a l'aspect légal, mais il y a aussi l'aspect stigmatisation là, dans le sujet là, de la recherche. L'idée des mineurs en soi, c'est peut-être pas un enjeu lié à l'IA, c'est un enjeu éthique général, mais là où j'y vois un lien direct avec la technologie, c'est que certaines plateformes obligent que les utilisateurs soient majeurs, donc il faut quand même être alerte à ça avant de plonger si on veut recruter une population mineure.
Oui, les questionnaires en ligne et les robots, je l'avais relevé aussi, hein. On sait que ça offre un moyen convivial de rejoindre plusieurs personnes qui ne seraient pas joignables autrement, sauf qu'on observe une multiplication des participations frauduleuses à l'aide des robots ou bots en anglais qui prennent d'assaut les projets de recherche. Des fois, ça devient difficile de discerner les répondants valides des répondants frauduleux. Ça peut nuire à la validité scientifique, mais ça peut aussi occasionner d'autres enjeux comme quand il y a une compensation monétaire qui est offerte pour la participation, c'est carrément de la fraude. On a parlé de recrutement via les médias sociaux. Là, on est pleinement tributaire de l'algorithme pour que notre annonce ressorte parmi la marée des publications quotidiennes. Donc, clairement, il y a de l'IA derrière ça. Puis, le recours à l'IA pour les analyses, ça soulève les enjeux de propriété intellectuelle, de confidentialité, mais aussi de consentement lorsque les données sont identificatoires directement ou même indirectement. Puis ça, je vais revenir à la différence entre les deux. Merci hein, pour la participation dans le chat. On se sent moins seul devant l'écran. C'est super apprécié. Pour pour cette partie-là, on avait envie d'aller vers. Merci pour les petits cœurs aussi. Vous n'avez pas idée à quel point c'est apprécié. Fait qu'on avait envie d'aller un peu en dehors du monde de la recherche pour se pencher aussi, parce que je l'espère qu'il y a aussi peut-être du monde de la clinique ou des gens qui gravitent autour des soins, fait que plutôt de nature clinico-administrative. Donc, on avait envie de vous poser des questions. Utilisez-vous des outils d'intelligence artificielle dans le cadre de votre travail au CIUS? Puis la deuxième question, est-ce que vous connaissez la position officielle du CIUS par rapport à l'utilisation de l'IA au travail? Jean-Philippe, je te laisse me dire. Oui, ça avance très rapidement, les questions. On est à 60 répondants sur 120. Je vais laisser encore un peu de temps. On approche de 80 répondants pour les deux questions. Donc, pour les enjeux de temps, je vais arrêter le sondage maintenant et je partage. Super. Donc, je vois quand même, il y a 72 des gens qui utilisent l'IA dans le cadre de leur travail et 33 qui connaissent la position du CIUS par rapport. Fait que cet écart est intéressant. Euh, Puis, évidemment que je vous laisse pas dans le noir par rapport à la position du CIUS. Premièrement, je me suis intéressée à qu'est-ce qu'au niveau plus macro, on nous disait. Puis j'ai trouvé cette source-là du gouvernement du Québec qui, ma foi, est vague. Donc, les bonnes pratiques d'utilisation de l'intelligence artificielle nous disent qu'on ne devrait jamais divulguer d'informations personnelles ou confidentielles. Pour moi, il y a quelque chose d'incompatible avec les fins cliniques potentielles, dans le sens où toutes les informations cliniques vont être confidentielles et personnelles, là. Donc, à moins que j'ai mal compris l'utilisation qu'on en fait. Puis, sinon, la recommandation principale du gouvernement, c'est de vérifier les règles en matière d'utilisation IA au travail. Fait que là, je vois qu'il y a peut-être une minorité, là, j'avais un tiers des répondants là, qui répondaient aux critères du gouvernement. Mais là, pour le CIUS, qu'est-ce qu'il y en est? Je me suis renseignée auprès de la personne responsable de la protection des renseignements personnels au CIUS, puis cette personne-là me référait, entre autres, à une page de l'extranet de notre CIUS. Donc, on a actuellement 2 outils d'IA autorisés pour le CIUS du Centre-Sud, 4 outils en cours d'évaluation et une liste là, de plusieurs outils. Je n'ai pas l'intention de les nommer aujourd'hui pour plusieurs raisons, mais si on a des questions par après, on pourra rentrer dans le détail. Mais je trouvais ça intéressant. Pour ma part, cette page-là, je l'avais pas trouvée d'emblée. Fait que je pense qu'elle gagnerait peut-être à être publicisée pour qu'on en sache un peu plus. On m'a assuré que ça allait être mis à jour au fur et à mesure qu'il y a des logiciels ou des applications qui allaient recevoir leur certification. Puis, il faut comprendre qu'un outil qui n'est pas encore autorisé, il n'est pas mauvais en soi. C'est parfois qu'il n'a juste pas encore fait l'objet des vérifications requises. Ces vérifications-là, au niveau institutionnel, sont plutôt lourdes, donc demandent du temps. On pense à la certification TGV, qui veut dire Trousse globale des vérifications, et un EFVP, qui est le fameux évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qu'on connaît en recherche, mais là, qui est fait à l'échelle d'un logiciel dans ce cas-ci.
Puis, dans le fond, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la liste actuellement, on a 2 outils d'IA générative liés à la tenue de dossier qui sont autorisés. Donc, j'ai pas vu d'outils liés à d'autres utilisations, mais l'IA en clinique, en fait, ça a davantage d'utilités potentielles. Il y en a des dizaines aussi. On peut penser qu'entre autres, ça peut aider au diagnostic. Ça fait ses preuves au niveau de l'imagerie. On a vu une augmentation de la précision puis de la vitesse d'analyse en radiologie et en pathologie. Par exemple, avec les mammographies, on détecte des indications de cancer du sein avec plus de précision que les méthodes traditionnelles. Au niveau de prédire le pronostic, ça peut aider à prédire des complications et le outcome du patient. C'est surtout utile dans les maladies chroniques. On a vu des preuves là-dedans. On a vu aussi que l'IA, ça peut être lorsque le patient porte des petits capteurs. Une des utilisations connues, c'est au niveau des maladies du cœur. Les capteurs vont aider à avoir une meilleure compréhension du portrait du patient en combinaison avec des données cliniques usuelles. Puis le port de capteurs, je veux mentionner que ça réfère un peu au mouvement Internet of Things ou IoT, Internet des objets. C'est cette idée-là qu'on a une interconnexion entre les objets physiques, les lieux physiques, puis l'Internet, puis ça permet un croisement entre l'existence numérique puis physique. Il y a aussi, quand on pense IA et médecine, on pense à la personnalisation des plans de traitement. Ça, c'est tout le paradigme là, de la médecine personnalisée. Je pense que l'exemple le plus classique, c'est quand on pense de tenir compte du profil génétique dans le traitement de la personne ou carrément dans le développement de nouveaux médicaments. Une autre application, c'est la télémédecine. On pourrait penser là, qu'un assistant IA nous permet, on va rentrer en consultation avec cet assistant IA qui va nous permettre de surveiller à distance des signes, des symptômes, faire des analyses prédictives. Quand on pense santé, on oublie que parfois, il n'y a pas juste le soin direct, mais tous les processus administratifs et organisationnels peuvent être améliorés grâce à l'IA. On pense par exemple à prédire des inventaires pour faire des commandes de matériel ou de médicaments ou pour savoir quand est-ce qu'un entretien d'un équipement est requis. D'ailleurs, l'IA, ça remplace déjà les humains sur plusieurs tâches administratives, comme par exemple d'avoir automatisé des créations d'horaires, des systèmes pour donner des rendez-vous, puis des systèmes de rappel automatisés, puis sans oublier la fameuse tenue de dossier là, dont on a parlé un peu précédemment avec mes outils de dictée, de transcription IA. Faut penser que l'IA peut être utilisée pour un professionnel qui dicterait son rapport, puis l'IA ferait juste transcrire. Mais de plus en plus, une autre utilisation, c'est que l'IA on va enregistrer la séance, la consultation entre le professionnel puis son patient, puis cet enregistrement-là va faire l'objet d'un résumé par l'IA qui va créer la note, là, qui va être vérifiée ensuite par le professionnel. Je me rends compte que je parle beaucoup sur ces 2 diapos. Ça sera pas long, Christophe, je te reviens. Fait que je voulais juste souligner, dans le fond, les, les enjeux que ça pouvait soulever. Il y en a qui se demandent, mais à force d'utiliser autant l'IA en clinique, est-ce que les cliniciens pourraient devenir dépendants de cette technologie-là puis perdre en compétences? J'avais consulté un article super intéressant qui disait que même si c'est une considération valide, en fait, les enjeux d'adoption de nouvelles technologies sont similaires, que ce soit l'IA ou n'importe quelle autre technologie. Fait que, on peut penser à quand nos techniques d'imagerie sont devenues plus perfectionnées, on s'est demandé si on n'allait pas perdre en compétences, mais en fait, on s'est adapté à l'utilisation de cette nouvelle technologie-là. Fait qu'on peut penser qu'avec l'IA, ça pourrait être similaire, donc il y a une petite lueur d'espoir. Puis un autre enjeu qui ressortait, mais c'est est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'on a besoin de moins de cliniciens? Puis là, on pourrait optimiser les services de santé. On pourrait peut-être les rendre plus efficaces ou carrément les remplacer par une autre entité. Moi, c'est sûr que j'ai tendance à avoir mon petit drapeau de la prudence qui se lève parce qu'il faut pas oublier que c'est des métiers du care. Puis si l'IA diminue, par exemple, le temps qu'on passe en face à face avec un professionnel de la santé, est-ce que ça peut modifier la relation thérapeutique? Que ce serait quoi les impacts de ça? Puis dans mon exemple où on enregistre la conversation entre le patient puis le clinicien, si le patient n'est pas d'accord, ben qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la relation thérapeutique?
Puis en terminant sur l'aspect clinique, là, mon image de droite, c'était pour montrer que les enjeux éthiques qui sont souvent cités, comme par exemple considération pour la vie privée, le consentement, puis toutes ces choses-là qui nous sautent d'en face quand on pense à l'éthique, c'est pas les seuls enjeux à prendre en considération pour une analyse éthique complète. Je pense que ça évolue en parallèle avec les défis techniques qui sont rappelés dans le schéma par la colonne du milieu, puis aussi les enjeux liés à la réglementation puis la conformité. On pense à la vitesse à laquelle nos lois s'adaptent à tout ce contexte-là. Voilà pour la clinique. C'est bon. Tu peux prendre ta gorgée d'eau, je vais prendre le relais pour l'instant. Et juste pour vous dire, la présentation est enregistrée et les diapositives vont être disponibles par la suite sur le site de l'ADER du CIUS, si je ne me trompe pas, et sur le YouTube de l'ADER aussi. Donc, ne vous inquiétez pas si ça va vite ou si vous n'avez pas eu le temps de prendre la référence que Kate vient de donner, vous allez la voir très bientôt. Donc, troisième vignette. Vous supervisez l'étudiant qui effectue sa résidence en psychologie à votre clinique. Ces derniers mois, les requêtes sont de plus en plus nombreuses. Elle devient un atout afin d'évaluer le plus grand nombre de personnes et rédiger les rapports rapidement pour le médecin référent. D'ailleurs, elle se montre très efficace et rédige des résumés très clairs et bien organisés, quoique sur un ton un peu froid, ou plutôt très froid, mais avec une grande rapidité. Lorsque vous lui demandez quels sont ces trucs, elle vous répond qu'elle demande à une application IA de synthétiser les points clés de la rencontre à partir de l'enregistrement. Les scores générés par les questionnaires d'évaluation sont aussi entrés dans le système. Elle vous assure qu'elle ne fournit pas le nom de la personne dans l'application. Selon elle, les données sont déjà anonymisées car elles sont traitées par l'IA. De plus, elle révise chaque rapport afin d'assurer que l'IA n'a pas halluciné lors du traitement de l'information. Elle souligne que ça l'aide aussi à mieux identifier la problématique et à déterminer les meilleures approches pour la prise en charge. Donc, rapidement dans le chat, que pensez-vous de cette situation? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de déjà similaire? Et quelle serait votre réaction face à cette étudiante? Et là, j'ai quelqu'un qui fait le cri. Ah, c'est Alexis, bris de confidentialité. Donc, on vous laisse un petit 30 secondes pour vos réactions par rapport à tout ça. Donc, on dit, je suis ouvert, j'apprécie la transparence de la stagiaire qui se questionne sur la démarche révisée auprès de l'université, de l'employeur, ne peut utiliser l'IA en stage, bonne optimisation de son temps, a quand même pris compte de la confidentialité, rester ouvert, que c'est une bonne utilisation de l'IA dans ce cas-ci. Ce n'est pas vrai que c'est inanimé parce que s'il y a bonne utilisation, d'accord, pour ne pas utiliser autant au début de stage. Donc, on peut voir que ça va quand même dans plusieurs directions, plusieurs opinions. Donc, ça ne semble pas être tant tranché dans les opinions. Donc, l'IA est là pour rester, c'est pour mieux encadrer et être conscient des risques. Donc, il y a beaucoup d'éléments ici et que l'IA va très, très vite. Et c'est vrai qu'elle est là pour rester. Donc, la question maintenant, c'est comment composer avec cette existence et comment coexister avec l'IA tout en restant nous-mêmes et rester ouverte à ce que les changements se produisent. Euh, donc, on va laisser, je redonne la balle à Kate pour parler des enjeux liés à la confidentialité. Oui, c'est bon. Puis j'ai aussi des bons commentaires. Quelle IA, tu sais? Pas comme si on pouvait répondre de manière absolue non plus, là. Pour la deuxième partie, on arrive à peu près à mi-chemin. Christophe et moi, on avait pensé faire un focus là, sur les enjeux éthiques qu'on a jusqu'à maintenant uniquement survolés. Puis, selon moi, le premier qui vient en tête quand on parle éthique et IA, c'est probablement l'enjeu de la confidentialité puis le respect de la vie privée. Je vous dirais que dans mon rôle de coordonnatrice d'un comité d'éthique de la recherche, c'est une des questions que je me fais beaucoup poser ces temps-ci, c'est est-ce que tel logiciel ou telle plateforme est acceptable du point de vue éthique pour une utilisation en recherche avec des participants? Un des premiers éléments qu'on va regarder, c'est la fameuse politique de confidentialité de la plateforme en question. Ça nous renseigne sur la nature des renseignements colligés, le lieu, les utilisations futures s'il y en a, comme par exemple des utilisations commerciales ou de marketing, qui va avoir accès aux données, s'il y a des transferts à des tiers, si les politiques peuvent changer sans préavis, tout ce genre de choses-là. Mais je vais vous dire la vérité, ce qu'on fait, c'est du dépistage. On pourrait repérer des red flags. On
n'est pas en mesure de comprendre la totalité des implications de ces politiques-là. En fait, c'est pour ça que je pose la question sur la diapo, mais c'est qui exactement qui peut comprendre la réelle portée des politiques de confidentialité? C'est des documents qui sont longs, rédigés dans un jargon légal par une équipe d'avocats. C'est pas un avocat, mais c'est une équipe complète. Puis le but de ces politiques-là, c'est probablement pas de protéger les utilisateurs, mais bien la compagnie qui fournit le logiciel. Juste pour une petite anecdote, ça m'est déjà arrivé d'être en équipe avec deux juristes puis une chercheuse, puis on était quatre personnes assez éduquées, puis pourtant, on n'arrivait pas à statuer sur les réels impacts de l'utilisation d'une plateforme X en recherche. Fait qu'on s'est demandé comment on peut refiler cette compréhension-là aux participants ou même aux chercheurs pour qu'eux-mêmes décident de c'est quoi le bon outil. Fait qu'est-ce qu'on a des solutions ou juste des problèmes? Bien sûr qu'il n'y a pas juste des problèmes. Une des solutions, je trouve, qui gagne qui avance là, lentement mais sûrement, c'est justement quand les institutions prennent les devants puis nous donnent quelques recommandations. J'en ai parlé un peu plus tôt pour Santé Québec, puis pour le CIUS, que sa page extranet. Puis je pense que les institutions universitaires aussi ont leur rôle à jouer. La capture d'écran que vous voyez à propos de l'utilisation des outils d'IA générative suivants est proscrite, puis on voit l'exemple de Rigged AI, c'est une capture d'écran de l'Université de Montréal. Ce que j'aime beaucoup avec l'approche qui a été mise de l'avant à l'Université de Montréal, c'est qu'on nous explique pas juste, on nous donne pas seulement la liste des outils proscrits, mais on nous dit pourquoi. Pour moi, quand je lis la description que Read AI avec son robot qui s'invite dans les réunions, même après que l'utilisateur ait supprimé son compte, je me dis, OK, oui, c'est drôlement important que j'utilise pas celui-ci. Alors que, par exemple, dans la liste du CIUS, je sais que plusieurs outils sont dans le rouge, là, c'est-à-dire dans les outils proscrits. Mais j'ai aucune idée pourquoi. Il y en a juste un dans la liste que c'est écrit strictement interdit. Fait que là, on voit qu'activement, celui-là, il faut vraiment pas l'utiliser. Ben, la même chose, dans le fond, l'outil, c'était DeepSeek. Puis sur le site de l'UDM, j'ai compris pourquoi il était strictement interdit par Santé Québec, alors que c'était pas. Fait que je pense que, tu sais, à la fois dans la manière de nous guider, mais de nous fournir aussi les motifs derrière l'acceptation ou les refus, ça aide les gens aussi à avoir une pensée critique. Puis par rapport aux enjeux de confidentialité puis de respect de la vie privée, je pense que j'ai pas le choix de parler un tout petit peu de ce que c'est un risque de réidentification. On l'a vu un peu, je trouve, dans la vignette avec l'étudiante, qu'il y a une différence entre une donnée anonymisée puis une donnée dénominalisée ou dépersonnalisée. C'est des mots que vous allez entendre, puis je pense que c'est quelque chose qui est méconnu. Le fait que de retirer des renseignements d'identification directe comme le nom d'une personne, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de RAMQ, c'est souvent insuffisant en fait pour protéger des données, surtout des données de santé. Fait que la réidentification, c'est le fait qu'en couplant différentes bases de données ou jeux de données, on arrive à retracer l'identité d'une personne. De plus en plus, on voit que il y a des processus qui mènent à une réelle anonymisation, là, au fait d'être incapable de retracer la personne, mais c'est pas quelque chose d'absolu. Donc, on pourra presque plus jamais, là, à cause de l'IA, puis à cause des données massives, on pourra presque plus jamais dire qu'il y a zéro chance de réidentifier une personne, sauf qu'on devrait avoir des processus qui nous mènent à un risque résiduel qui est considéré comme très faible. Puis pour ça, on ne s'improvise pas un spécialiste de l'anonymisation. C'est important d'aller chercher des spécialistes là, sur ces questions-là. Christophe, tu avais d'autres choses à nous dire sur la vie privée. Oui, c'est maintenant la question des serveurs. Donc, certaines personnes en recherche sont peut-être au courant avec les histoires des questionnaires en ligne pour qu'on ne peut pas utiliser SurveyMonkey. Donc, tout ça est lié à l'emplacement des serveurs, donc qui peuvent influencer sur l'accès aux données. Donc, le plus connu, c'est par rapport aux États-Unis. Donc, à la suite du 11 septembre 2001, il y a eu le Patriot Act qui a permis aux autorités américaines d'accéder par un ordre de la Cour et dans le cadre d'une enquête antiterroriste, d'accéder aux données personnelles d'un individu sans qu'il le consente ou même qu'il soit tenu au courant. Donc, et ceci inclut aussi les données de n'importe qui se retrouve en dehors des États-Unis ou qui sont physiquement en dehors des États-Unis et que l'information peut être accessible électroniquement.
Donc, tout ça pour dire que lorsque nous avons des informations hébergées sur des serveurs américains, états-uniens, euh, on peut toujours brandir le Patriot Act pour accéder à ces informations-là. Au Canada, c'est pas le cas. Si on est, les données restent, ne peuvent pas être accéder aussi aisément, facilement. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi souvent les comités d'éthique vont demander que les serveurs soient hébergés au Canada ou dans des pays dont les lois respectent ces normes-là. Et là, c'est assez particulier. Là, je vois qu'il y a Madame Le Tendre qui nous devance un peu par rapport à Microsoft. Donc, effectivement, c'est assez particulier parce que Teams, que nous utilisons tous, Outlook, appartient à la suite Microsoft et dont la maison mère est américaine, est aux États-Unis. Donc, là, c'est là que j'ai commencé à énerver et harceler la DRI du CIUS pour savoir c'est quoi qui se passe. Et la réponse, en fait, c'est que, et là, j'utilise l'exemple de copilote, mais c'est pas l'ensemble, c'est que il y a une entente qui a été signée avec le CIUS pour avoir ce qu'on appelle Microsoft Azure pour s'assurer que les données ne sortent pas du Canada et que nos serveurs sont semblerait-il, physiquement à Toronto ou éventuellement dans l'Est du Québec, plus spécifiquement à Lévis et dans l'ancienne Lorette. Donc, si vous voulez savoir que géographiquement, ils vont être là, mais pour l'instant, c'est à Toronto. Donc, et c'est une sorte de protection que la mairie avait instaurée pour s'assurer que rien n'est accessible. Il y a encore des failles parce que il y a toujours un moyen de contourner toujours les systèmes avec le piratage. Mais ça peut aussi expliquer pourquoi, si vous êtes à l'étranger, vous n'avez plus accès à votre boîte Outlook et vous n'avez plus accès à votre Teams. C'est le Microsoft Azure qui rentre en fait en activité. Euh, donc, euh, pour l'instant, c'est ce qu'on vous dit. Mais comme je vous l'ai dit au début, c'est que ça change très, très vite. Il pourrait y avoir d'autres changements. Et l'autre chose que le CIUS m'a toujours pas répondu, ou plutôt la DRI ne m'a pas encore répondu, c'est que dans le contrat de Azure, il dit que si les serveurs sont surchargés, sursollicités, il va y avoir un détournement des serveurs vers d'autres serveurs pour pas avoir de problème de performance. Là, la question qu'ils ne sont pas capables de me répondre, c'est ça va où dans ce temps-là? Donc, question à suivre, mais je reste en contact avec la mairie pour toutes mes questions. Et c'est toujours drôle de passer par Octopus parce que je ne sais jamais à qui je dois écrire pour mes questions, mais je pense qu'ils commencent à me ficher aussi pour ça. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, en attendant, il faut savoir aussi que l'IA se retrouve maintenant dans certains nouveaux appareils, dont certains ordinateurs, certains téléphones. Geneviève, qui n'est pas présente, elle a testé des ordinateurs avec une IA intégrée. Certains nouveaux téléphones l'ont aussi. Et c'est que c'est une intelligence artificielle qui se retrouve dans votre appareil, qui ne renvoie pas les informations par des serveurs externes ou des infonuages. Donc, Geneviève nous a donné quelques exemples. Et on pense que les avantages, que ça respecte mieux la vie privée parce que c'est utilisé localement. On n'utilise pas des plateformes commerciales et c'est hors ligne. Et pour vous faire comprendre un peu qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, je vous montre ce petit appareil, mais c'est un peu flou, ce qui est une calculatrice. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, il y a eu une époque où on avait ces petits appareils où je pouvais faire mon opération. Par exemple, je veux savoir 4 fois 5, ça fait quoi? Donc, je fais 4 fois 5, ça me donne une réponse, je le note et ensuite j'efface. Donc, ma calculatrice ne garde pas en mémoire mes opérations. Il a traité l'information et ça finit là. Donc, l'idée de l'intelligence artificielle locale, c'est à peu près le même principe qu'une calculatrice où on fait une demande, il y a un système interne qui analyse, qui fournit une réponse, qui génère une donnée et ensuite elle n'est pas conservée et elle n'est pas envoyée ailleurs. Donc, ceci est une solution qui est potentiellement, on sent qu'elle va être viable. C'est encore à ses débuts. Elle est moins efficace, moins rapide que si vous utilisez une IA connectée par des infonuages et par des serveurs externes. Mais pour l'instant, les petits tests qu'on s'est amusé à faire, ça fait quand même la job, entre guillemets, même si c'est moins rapide, mais
comme la technologie avance très vite, on a quand même espoir que ça serait peut-être une des pistes de solution. Donc là, je lance la balle à Kate pour les enjeux liés à l'autonomie. Oui, quand on parle autonomie, je pense que la première chose qui nous vient en tête, c'est consentement. Fait que je voulais distinguer, dans le fond, l'utilisation primaire qu'on fait, c'est ce pourquoi on collecte des données. J'ai vraiment envie de vous lire l'extrait que j'ai trouvé sur le site du M3S par rapport au consentement des usagers et usagères à l'utilisation là, d'une IA. Euh, pour ne pas alourdir le travail des médecins, le M3S considère que l'utilisation de la transcription vocale basée sur l'intelligence artificielle repose sur un consentement implicite des usagères et des usagers. Son utilisation est acceptée seulement dans un contexte administratif pour faciliter la tenue de dossier. Toutefois, dans un souci de transparence, les professionnels et professionnels de la santé doivent informer les usagères et les usagers de l'utilisation de l'IA. Cela peut être fait verbalement au début de chaque consultation ou avec un support visuel placé sur le bureau. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette citation-là, mais je vais essayer d'être brève. Premièrement, la notion de consentement implicite m'a vraiment surprise. Moi, j'invite à la grande prudence quant à l'idée du consentement implicite, tant sur des plans éthiques que légaux. Euh, je vais vous donner un exemple de consentement implicite. Ça serait quand vous vous déplacez au centre de prélèvement pour avoir une prise de sang, puis que vous vous êtes déplacé, vous arrivez à l'accueil, vous donnez votre requête, on vous appelle, puis vous arrivez devant la personne qui va faire la prise de sang, puis vous tendez votre bras. Ça, c'est comme un peu une notion de consentement implicite. Mais de là à dire que quand je suis dans le bureau avec mon médecin, puis je suis en consultation comme d'habitude, mais que la différence, c'est que cette fois-ci, il va m'enregistrer pour générer sa note. Là, on n'est pas du tout dans quelque chose qui peut être implicite. Ça doit être manifeste. D'ailleurs, le Collège des médecins a fait un avis en date de janvier 2025 qui va complètement à l'inverse de ce qui est écrit au premier paragraphe là, de ma capture d'écran. J'ai trouvé tout et son contraire par rapport au consentement des usagers sur Internet. Le document que je pense qui pourrait être le plus intéressant, c'est un document très récent là, de septembre 2025 de Santé Québec qui a un titre très sexy, Annexe B, foire aux questions Scribe IA. Où là, on est très clair sur le fait que ça nécessite un consentement explicite pour l'usager en raison de l'enregistrement de la voix. On dit que la voix, c'est un identifiant intrinsèquement unique qui bénéficie d'une protection particulière en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et du Code civil. Puis aussi, c'est l'idée qu'il peut y avoir une communication à un tiers hors du cadre de la loi sur les renseignements de santé et de services sociaux. Fait que moi, ce document-là, j'ai trouvé plutôt rassurant. Mais ce que je trouve moins rassurant, c'est que, je veux dire, je l'ai revérifié encore ce matin, puis c'est encore sur le site Internet du gouvernement, cette phrase-là. Là. Fait que je pense qu'il faut être extrêmement prudent. J'ai mis un petit mot sur les utilisations secondaires. C'est juste pour dire que parfois, on peut collecter les données à une fin primaire et les réutiliser à d'autres fins que l'objet pour lequel on l'avait collecté. Dans ce temps-là, c'est sûr que d'aller chercher un consentement euh, aussi aux utilisations secondaires, ça devrait être fait. Pas penser que parce qu'on a les données, on peut les réutiliser à d'autres fins. Puis finalement, je voulais juste lancer une petite réflexion sur la place qu'occupe le respect de l'autonomie dans notre société. En éthique, on a plusieurs théories que je qualifierais de principistes, là, c'est-à-dire qu'on va mettre en tension des principes, comme par exemple préoccupation pour le bien-être versus autonomie. Euh, Fait qu'on a parlé précédemment des risques pour la vie privée. C'est donc qu'on se soucie du bien-être des personnes. Sauf que moi, ma question, c'est est-ce qu'on refile le fardeau des enjeux de confidentialité aux usagers puis aux participants de la recherche sous le prétexte qu'on doit respecter leur autonomie? Moi, ça m'amène à me demander si on ne considère pas implicitement que le principe d'autonomie, ça pèse plus lourd que la balance, que n'importe quel autre principe dans la balance. Puis c'est un peu comme une forme de dédouanement à l'utilisation de ces technologies-là quand on sait qu'il y a des potentiels de tort. Fait que je vous invite à la réflexion par rapport à tout ça. Alors oui, j'ai mis un petit X. Je ne suis pas d'accord avec le principe du consentement implicite. Vas-y, Christophe. Oui, donc on va accélérer parce que je vois qu'il reste 10 minutes. D'autres enjeux, il y a le jeu de biais de discrimination. Il y a une initiative qui s'appelle Greetings from la banlieue. Donc, c'était avec Midjourney, une IA qui crée des images.
Et on demandait trois jeunes en France, ça générait trois Françaises blanches derrière la Tour Eiffel. Et on dit trois jeunes en banlieue en France. Et tout à coup, on se retrouve avec trois personnes afrodescendantes dans une sorte de ghetto. Donc, on voit qu'il y a quand même des biais qui peuvent s'insérer dans les algorithmes parce qu'ils utilisent qu'est-ce qui flotte dans l'univers et ce qu'on dit, ce qu'on fait, on envoie dans l'univers. Et plein de biais qui soient racistes, homophobes, sexistes, capacitistes. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Donc, que l'IA n'est pas neutre, mais elle est teintée de nos propres préjugés. Ici, on va à la diapo suivante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc, il y a certaines IA qui actuellement citent leurs sources. Donc, de dire, ben, j'ai consulté ça, ça et ça pour générer ma réponse. Donc, on peut aller voir les sources. Est-ce que ces sources-là, nous-mêmes, donc, ça nous demande quand même un effort de faire la vérification pour voir est-ce que ces sources sont crédibles et est-ce qu'il y a des biens inhérents parce qu'elles sont financées par un parti ou un courant politique quelconque. Toujours rester critique et se poser la question, qu'est-ce que je lis? Est-ce qu'il y a un bien derrière? Donc, ça demande encore l'humain d'être présent et il y a toujours une possibilité de corriger l'IA lorsqu'elle nous dit n'importe quoi. En profiter pour dire, ben là, ce que tu m'as proposé comme réponse, ça n'a pas d'allure ou je ne suis pas d'accord. Donc, il y a aussi, nous-mêmes, on peut quand même aider à que l'IA soit un peu plus nuancée. Et l'initiative Greetings from la banlieue, c'était ça justement. Ils ont commencé à bombarder l'IA d'images pour rectifier l'image que la banlieue, c'est pas juste les personnes afrodescendantes dans un ghetto. Donc, oui, toxicophobe aussi. Euh, donc, les hallucinations. Donc, ça, c'est encore une fois, ça démontre l'importance de l'humain. C'est que l'IA peut inventer des choses et on dit qu'il y a toujours après un post 2022. Donc, à partir de 2022, l'IA, ChatGPT notamment, a fait son entrée fracassante et génère du contenu qui se retrouve finalement dans l'univers et finalement elle s'auto-référence elle-même. Donc, il y a ce biais que plus que ça vole, plus que l'IA va s'halluciner sur elle-même. Et ça peut aller d'autres impacts. J'ai parlé à un libraire récemment, ou plutôt j'ai été témoin d'une scène où il y avait une dame qui est arrivée avec une liste d'épicerie de livres qu'elle voulait acheter. Et quand le libraire est allé chercher les livres pour lui dire, mais madame, ces livres n'existent pas. Et elle dit, oui, oui, cette liste existe. Fait que le libraire lui a demandé ben, d'où vient la liste. Elle dit, ben, ChatGPT m'a recommandé ces livres-là, mais ces livres-là n'existent pas. Et j'ai moi-même eu cet exercice-là pour un voyage et je me retrouve dans des lieux qui n'existent pas, des livres qui n'existent pas, mais qui ont l'air tout à fait crédibles. Donc, c'est donc très important de vérifier ce qu'on a comme information et de ne pas prendre pour acquis que ce qui est dit est véritable. Donc, je passe rapidement à Kate pour les enjeux environnementaux. Oui, on ne pouvait pas passer à côté juste de vous glisser un mot sur le coût environnemental de l'IA. Euh, En fait, les systèmes d'intelligence artificielle, ça nécessite énormément de ressources et d'énergie pour fonctionner. Ça a un impact direct sur notre environnement, la lutte au réchauffement climatique. La constitution d'une banque de données massive pour entraîner puis faire fonctionner un système d'intelligence artificielle, ça nécessite une grande quantité de serveurs, puis les serveurs nécessitent à leur tour de larges ressources énergétiques pour fonctionner, en plus de l'énergie nécessaire à leur refroidissement. On va procéder à l'extraction des métaux pour créer ces infrastructures-là. Ça va appauvrir les sols, ça contamine l'eau aussi. Fait que je vous ai montré, c'est de plus en plus un enjeu qui est visible dans les grands médias. On a un article du Devoir, ça c'est mon petit, on a un article du Journal de Montréal aussi. Puis je vous ai mis la petite capture d'écran. On n'est pas obligé d'utiliser l'IA, par exemple, quand on utilise Google, mais il faut le savoir que si on lui demande la consigne, on fait moins IA à la fin de notre requête, il va arrêter de nous faire une proposition avec l'intelligence artificielle. Fait que d'autres solutions, rapidement, limiter le nombre d'équipements numériques, prolonger leur durée de vie, modérer votre temps d'écran, votre consommation en ligne, puis mesurer vos besoins, ne pas jouer avec les outils comme ChatGPT par simple curiosité. C'est correct d'y avoir recours, ce sont des bons outils, mais juste se demander si on en a vraiment besoin, avoir un regard et un esprit critique face à tout ça. Et on va conclure d'abord sur une note dystopique par rapport à la singularité technologique. C'est à se poser la question, quand est-ce qu'on va atteindre le point de bascule? Où est-ce que l'IA va nous dépasser? Donc, il y avait une crainte tout à l'heure par rapport à nos emplois.
dans le chat. Et on se rend compte que certaines peuvent développer maintenant des stratégies, des mensonges, des manipulations pour pas se faire débrancher. Donc, il y a eu des IA qu'on a essayé de débrancher qui ont résisté à la tentative elle-même par ses propres algorithmes. Donc, c'est à anticiper vraiment, est-ce qu'un jour ça peut dépasser? Mais on n'est pas encore rendu là. On peut encore stopper la machine, mais je dirais que ce débat-là n'est pas nouveau. C'est pas l'IA qui a inventé tout ça. Donc, pour la prochaine diapo, tu sais, ça, c'est ma petite partie culturelle parce que serait une présentation si je ne parle pas de culture? Donc, ça a toujours existé, cette crainte que la machine ou la création que l'humain va faire va nous dépasser, que ce soit Frankenstein et son monstre, que le monstre qui va tuer son créateur, HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où est-ce que la machine, craignant de se faire débrancher, commence à vouloir tuer tout le monde dans le vaisseau spatial. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. On a toujours réussi à composer avec, donc c'est à se poser la question comment on va trouver la solution cette fois-ci, mais il y a toujours espoir. Et pour aller plus loin, donc on a, encore pour rester dans la culture, il y a quelques mois, au Théâtre du CEP, il y a eu une pièce qui s'appelle Une vie intelligente de Dominique Leclerc, où elle nous suggère une trousse pour aller plus loin, pour apprendre les bases de l'IA, pour mieux comprendre sur les biais et comment réduire son impact environnemental, comment mieux se renseigner sur l'IA pour que ça demeure toujours quelque chose de dynamique et de se mettre à jour continuellement et comment on peut prendre pouvoir et comment on peut s'assurer de reprendre nos données en main en tant que telles. Donc, il y a espoir, il y a des stratégies. Donc, elle évolue, mais nous aussi, nous évoluons. Donc, nous avons espoir qu'on peut réussir à bien maîtriser la bête, la créature, et en faire un outil et l'utiliser de manière responsable. Et j'ai fait un spoiler alert. Donc, voilà, merci.